Die nächste Frage geht an Marek Stele-Zielinski von TVP World. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Yes, thank you. This will be a question to Deputy Prime Minister Kosiniak-Kamysz in Polish. Panie premierze, w kontekście dzisiejszej katastrofy w Wilnie, nie wiemy, co stoi za tym incydentem, ale wiemy o poprzednich próbach wysadzenia samolotów w Niemczech. Czy uważa pan, że ten incydent mógł być częścią rosyjskich ataków hybrydowych przeciwko państwom NATO i czy Polska obawia się podobnych działań? Dziękuję. Pełne wyjaśnienie katastrofy musi nastąpić i wymaga czasu. Jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami na Litwie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach Unii Europejskiej. Na pewno to będzie przedmiotem intensywnego i śledztwa, i wyjaśnienia, i wszystkie związki, jeżeli jakiekolwiek by zaistniały pomiędzy działaniami związane z tym wypadkiem, a można byłoby w jakikolwiek sposób znaleźć zaangażowanie obcych państw w to działanie, no to jest najpilniejszy temat do wyjaśnienia. Musimy to mieć wyjaśnione. Będziemy tutaj wspierać naszych przyjaciół z Litwy w celu wyjaśnienia przyczyn. Niezmiennie od tego dochodzi niestety do ataków hybrydowych na każdy z naszych państw. Tak jak tutaj stoimy. Nikt nie jest od tego wolny, nie ma państwa w Europie, które byłoby wolne od ataków hybrydowych, nie ma państwa, które byłoby wolne od akcji sabotażu i dywersji. Oczywiście nasilenie na wschodniej flance jest większe pewnie, ale każdy z państw, tak jak tutaj wszyscy stoimy, prowadzi wszystkie możliwe działania, żeby takie akty dywersji, sabotażu zatrzymywać i im przeciwdziałać. Bardzo ważne jest to, co powiedział pan minister Pistorius, bezpieczeństwo lotów zarówno cywilnych, jak i lotów transportowych. Jeżeli gdzieś są jeszcze jakieś przestrzenie, które trzeba uzupełnić, to musimy to zrobić natychmiast. Die nächste Frage, Elsa Conesa von Le Monde. Oui, merci, bonjour. Je voudrais savoir à partir de quand est-ce qu'on pourrait envisager l'envoi de troupes européennes en Ukraine, avant ou après un cessez-le-feu, sachant que les Russes progressent assez vite en ce moment. Et s'il y avait envoi de troupes, combien d'hommes est-ce que ça pourrait représenter et pour quelle mission éventuellement vous feriez-vous appel à des contractuels? Merci. J'imagine que la question est pour moi. Oui, j'ai vu l'article dans Le Monde, je ne vous cache pas qu'il m'a surpris. Et que je ne l'ai pas compris, pour être complètement transparent avec vous, madame, puisque le président de la République avait réuni en février dernier une conférence à Paris pour essayer de réfléchir à ce que nous pouvons faire de différent ou faire de plus pour l'Ukraine, avec un certain nombre de chantiers qui avaient été lancés. Et le président de la République avait dit « pas de tabou et arrêtons d'exclure par principe des choses avant même que la question ne se pose », pour faire très vite. De cette conférence, plusieurs chantiers sont en cours, notamment l'un qui va faire l'objet d'un travail dans le format tel qu'il vous est présenté devant vous, qui est la production d'armes en Ukraine, alors notamment avec des partenariats industriels nouveaux, des financements nouveaux, être capable de produire beaucoup plus d'armes au plus près de la ligne de front. Ça, ce sont des choses qui sont actuellement en cours. Il y a d'autres initiatives qui existent, comme vous le savez, y compris sur la sécurisation de la mer Noire, etc. Après, du reste, pour répondre à votre question, je n'ai rien d'autre de nouveau à vous dire que ce que le président de la République avait dit en février dernier. Voilà, pour être tout à fait clair avec vous. Non, mais je ne fais pas de casuistique. Bon courage pour les interprètes pour traduire le mot, mais je ne fais pas de casuistique et si, et si, et si. Voilà, je renvoie ce qui avait été dit par le président en février dernier. Rixa Fürsten von Politico stellt die nächste Frage. Thank you. Hi, dear ministers, thank you for your time coming here together. I have a short question for all of you. You were talking about defense spendings and increasing the support for Ukraine. Obviously, there are difficulties with the household and reaching the existing NATO goal of 2%. Would each of you be okay with raising the NATO goal to 3%?
Oui, pour la partie française, l'affaire est déjà actée, hein, puisque ces 2% ont déjà été atteints et qu'on va continuer sur cette trajectoire qui nous emmènera à 69 milliards d'euros par an pour 2030. Après, est-ce que ça sera suffisant? Déjà, pardon, mais les 2% du PIB en fonction des pays ne donnent pas complètement le même modèle d'armée. Pour John Healey et pour moi-même, vous avez la dissuasion nucléaire qui occupe une place dans ces 2%. Pour d'autres pays, c'est 2% avec uniquement un modèle conventionnel. Pour certains pays, vous avez des capacités expéditionnaires, c'est-à-dire des capacités à projeter leur armée sur des continents différents, pour aller en Afrique, pour aller en Indo-Pacifique si besoin en était. D'autres sont des pays maritimes. Et donc, une partie de leur capacité des 2% est orientée vers, évidemment, le segment maritime. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que, oui, il faut remplir les 2%? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut aller au-delà des 2% et que les 2% sont un plancher et non pas un plafond? La réponse est oui. Mais nous autres Européens, et ça répond aussi un peu à la question qui a été posée à Boris pour les élections au Bundestag, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Quels sont nos besoins opérationnels? Quelles sont les menaces particulières qui pèsent sur l'Europe et que nous partageons? Et quelles sont aussi les menaces plus singulières? La Pologne partage une frontière avec l'Ukraine. Il est une évidence que la manière de bâtir un plan de défense en Pologne n'est pas complètement le même plan de défense que la France, qui est à l'extrême ouest de l'Europe et dont, au fond, on voit bien que les menaces venues d'Afrique ou du Moyen-Orient comptent aussi autant. Donc, en fait, on est dans un moment où on doit aussi désormais, au-delà même des trajectoires budgétaires qui augmentent, se poser aussi les bonnes questions sur l'utilisation de cet argent. Et c'est pour ça que la question des acquisitions communes, la question du projet ELSA pour les frappes dans la profondeur, la question des financements communs pour certaines briques technologiques que nous partageons, parce que pour le coup, ce sont des points communs entre nous tous, ça, pour le coup, ça a de la valeur. Et c'est ce que, en tout cas, à l'OTAN, je porte ça et je le porterai de plus en plus. Il faut les 2%, mais il faut aussi les 2% utiles sur le terrain militaire. Parce que de penser que ce n'est qu'une affaire d'argent serait aussi un mensonge pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Derrière, est-ce que nos armées sont prêtes? Est-ce qu'elles sont suffisamment entraînées? Est-ce qu'il y a la résilience morale, celle que les Ukrainiens nous ont apprise et nous ont montrée? Un pays, j'ai l'honneur depuis 2 ans et demi d'être ministre des Armées d'un pays qui a eu beaucoup de morts au combat. Demain matin, je vais présider les éloges funèbres militaires d'une jeune femme qui a été tuée au Liban dans un accident de voiture, de véhicule avant blindé, à la frontière entre Israël et le Liban, dans le cadre du mandat des Nations Unies. On va lui rendre cet honneur militaire. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une affaire de courage et de capacité, nous, Européens, à regarder les menaces là où elles sont et à les traiter comme il se doit. Il y a de l'argent à mettre, c'est certain, mais il n'y a pas que de l'argent. I think we all welcome the fact that for the first time this year, 23 of the NATO nations will be spending 2.5% at least of GDP on defence. We 5 here recognise that we need to do more, we need to spend more to reinforce European defence and security for the future. In the UK, we have a commitment to increasing defence spending to 2.5% of GDP. The last time that the UK spent 2.5% of GDP on defence was in 2010 with the previous Labour government. And as a new Labour government, we, within 4 months of taking office, are increasing our defence budget next year by almost £3 billion. Wolność potrzebuje siły, a siła potrzebuje pieniędzy. To jest moim zdaniem łatwe do przewidywania, co się wydarzy, jeżeli utracimy zdolność do zwiększania wydatków. Jeżeli w takim momencie jak teraz
w czasach, gdzie zagrożenie jest naprawdę najpoważniejsze od zakończenia II wojny światowej, nie będzie zrozumienia w naszych państwach na rzecz zwiększenia wydatków na obronność. I dobrze to każde z państw, tak jak tutaj stoimy, czyni. Oczywiście są różne elementy zagrożenia. Inne są, tak jak powiedział Sebastian, inne są dzisiaj dla Polski, kraju przygranicznego, inne są dla Francji, inne są dla Niemiec, inne są dla Włoch, Wielkiej Brytanii, ale dla wszystkich są. Świat się stał bardzo mały, a wojny są bardzo szybkie i rozgrywają się nie tylko w przestrzeni związanej z użyciem czołgów, samolotów, ale rozgrywają się w tej przestrzeni, w którą też trzeba inwestować, w cyberprzestrzeni, w każdym innym wymiarze i to też potrzebuje zwiększenia naszych wydatków. Ja uważam, że Unia Europejska robi dzisiaj za mało jako całość, że jeżeli Unia Europejska nie obudzi się w tym względzie zwiększonych wydatków na przemysł zbrojeniowy, to naprawdę nie wykorzystamy tej możliwości i tego czasu, który dzisiaj mamy. Bo my mamy dzisiaj jeszcze czas, a za chwilę go może po prostu zabraknąć. L'Italia nel corso degli anni ha sottoscritto con gli alleati degli accordi che prevedono le spese militari, intende onorare quegli accordi, ma abbiamo rappresentato in tutte le sedi deputate che c'è un nodo da sciogliere, che è quello di svincolare le spese militari dal patto di stabilità. È una questione che è al centro dell'agenda e anche della discussione europea ed è il nodo. Più in generale l'obiettivo delle spese militari, che riguarda naturalmente il potenziamento delle nostre forze armate, è un obiettivo al quale guardiamo con attenzione e con impegno, anche perché riteniamo, e l'Ucraina lo ha insegnato, che la pace e la libertà abbiano sempre un prezzo. Inoltre, come dicevano i colleghi, ci troviamo ad affrontare in tutti i domini, in quelli vecchi, in quelli tradizionali, in quelli nuovi e in quelli emergenti, sfide multidimensionali, sfide sempre più ibride, e gli scenari sono tutti caratterizzati da una instabilità ormai pervasiva e sicuramente il mondo è più stretto e le minacce sono più pressanti. È chiaro che in questi scenari imprevedibili anche solo 5, 6, 7 anni fa, le spese militari sono fondamentali per garantire che cosa? La pace, la stabilità e la sicurezza. E naturalmente noi lo facciamo schierando, come ho detto, 2000 uomini sul fianco est per la difesa e la deterrenza, lo facciamo inviando mezzi, lo facciamo impegnando naturalmente delle risorse economiche, ma bisogna anche avere una linea condivisa e decidere insieme come spendere tali risorse. Vielen Dank.